Salam alaikum, Azul, bonsoir. J'ai essayé de me mettre à la place des gens qui sont à la tête de ce régime qui a confisqué la volonté populaire en Algérie. Et rien que le fait de m'imaginer dans leur peau m'a mis mal à l'aise. Parce que ce ne doit pas être très confortable que d'être ce qu'ils sont, de se comporter comme ils le font et d'envisager leur avenir, ce qui peut leur arriver demain. Ils ont volé le pouvoir du peuple. Ils se sont accaparés la force de l'armée pour désigner qui ils veulent à la tête de ce pays, pour ériger de fausses institutions, pour faire main basse sur les richesses du pays, qu'ils pillent effrontément, sans même s'en cacher par ailleurs. Mais comment font ces gens pour vivre, pour se regarder dans une glace? Comment font-ils quand ils savent, parce qu'ils savent, qu'ils ont dévasté tout un pays et même l'avenir de ces générations futures? Comment font-ils pour oublier la chute de Ben Ali, de Moubarak, le lynchage de Kadhafi? Le mensonge est leur fondement essentiel et la seule armature de leur expression politique. Tout est mensonge en eux, dans leur pratique, dans tout ce qu'ils entreprennent. Vous pourriez me rétorquer que le mensonge est le propre du politicien, de toutes les façons. Et vous n'auriez pas tort. Mais dans le système algérien, le mensonge est la matrice qui lui a donné le jour, avant même l'indépendance du pays. Et c'est bien pour cela que tout a dégénéré au sein de la société. Parce que le mensonge, lorsqu'il devient institutionnel, lorsqu'il devient un sésame, lorsqu'il devient patte blanche, est le seul moyen de parvenir au pouvoir et s'y maintenir, ce mensonge devient un poison violent qui tue le mérite, qui renverse l'échelle sociale des valeurs, qui falsifie l'histoire, qui propulse les plus vils au sommet de l'État pendant qu'il chasse les plus brillants, qu'il les pousse à l'exil et au silence. Et c'est cela qui s'est accompli pendant ces 19 dernières années. Du règne non pas de Bouteflika, mais de la fratrie Bouteflika et des généraux qui la soutiennent, qui l'imposent à la tête du pays et qui espèrent encore pouvoir l'imposer pour les 5 années à venir. 19 ans déjà. Avant-hier, le régime a fêté en grande pompe la 4e année du 4e mandat. Et cela a été une sorte de grosse cérémonie pour lancer le projet d'un 5e mandat qui n'ose pas encore se déclarer ouvertement. Les chaînes de télévision publiques et celles privées qui sont inféodées au régime ont inondé les Algériens d'images éclatantes qui faisaient état des glorieuses réalisations du président. Et le zèle des communicants a été tel que les gens n'ont même pas reconnu leur propre pays dans ces images. C'est dire. De quoi emboucher un coin à la Corée du Nord, sans exagération aucune. Occulter les haragas, les immenses scandales financiers, la répression des mouvements sociaux, la misère qui frappe des millions d'Algériens, l'hémorragie des élites algériennes qui quittent massivement le pays, la dégradation des villes et des villages, la misère hurlante des personnes en situation de handicap, la situation atroce de la presse, le naufrage de l'école, de l'université, la dégradation à peine imaginable, pour qui ne la connaît pas, du secteur de la santé publique, le chômage qui frappe la majorité de la jeunesse, la cherté de la vie, la lèpre de la corruption massive et tant de sinistres qui ont dévasté le pays et même tué l'espoir d'une renaissance. Dire aujourd'hui que la situation est critique
que l'Algérie risque d'être précipitée dans une autre tragédie n'est pas exagéré. Bien au contraire, c'est ne pas le dire, ne pas le crier, ne pas lancer l'alerte sur ce qui nous guette qui serait blâmable. Aujourd'hui. TSA. Bouteflika entame la dernière année de son 4e mandat. Le NTV dresse déjà le bilan par Faisal Mattawi. Al-Watan. Vu à la télé. L'idéologie du tout va bien par Abdelrazak Marad. Monde Afrique. Algérie. L'offensive du candidat Saïd Bouteflika dans le Golfe par Nicolas Beau. Bouteflika, et si nous faisions un véritable bilan? C'est le titre de notre émission d'aujourd'hui. Pour en parler, j'ai le plaisir d'avoir avec moi ici Ali Benouari, président de Nida Al-Watan, ex-ministre. Ali Benouari, merci d'être avec nous. Merci de m'inviter. Merci. Au téléphone, nous aurons Zoubida Assoul, présidente de l'UCP, et Amira Bouraoui, médecin, militante pour la démocratie. Merci à toutes deux d'être des nôtres. Ali Benouari, le titre de l'émission est « Et si nous faisions un vrai bilan de la présence bouteflikienne ». Or, vous le savez très bien, pour faire un bilan d'une telle catastrophe, pour dire les mots comme ils doivent être dits, il faudrait peut-être des jours et des heures, voire des mois. Et en même temps, c'est très facile. Ah bon? Alors faites-nous un bilan. Parce qu'ils n'ont rien fait. Oui, oui, mais ils n'ont rien fait de positif. Ils n'ont rien fait de positif, bien sûr. Mais s'ils avaient bâti une économie solide, sophistiquée, ce serait plus difficile à décrire. S'ils avaient entamé des réformes de structure à tous les niveaux, agricole, au niveau industriel, au niveau... Mais ça fait partie du bilan. Mais en réalité, c'est le vide sidéral. C'est-à-dire qu'au fond, le bilan de ces 19 années de gouvernance ininterrompue est un gouvernement de déficit, est un bilan de déficit. S'il y a un mot pour qualifier cette gouvernance, c'est les déficits. C'est-à-dire des trous à tous les niveaux. Bien sûr, autre chose que les déficits. Et les déficits eux-mêmes sont l'expression, la manifestation de dysfonctionnement de structures qui tiennent à la nature même du régime. Tout est au rouge. Tout est au rouge. Tout Absolument. est à l'indication négative. Absolument. Mais Ali Benouari, avant d'en arriver au constat physique, si je peux dire, économique, financier de la situation, sur le plan sociétal, depuis que M. Bouteflika est au règne, vous n'avez pas l'impression que tout s'est déglingué, que les valeurs sociales, le peu qui est resté, Disons, qui était resté, oui, s'est dissipé? Ce qui est le plus visible et le plus choquant en même temps, c'est la corruption. Oui. Je ne dirais pas qu'il y a plus d'injustice. Je ne dirais pas qu'il y a plus de pauvreté, quoique. Je dirais qu'il y a plus de désespoir. Et ce désespoir vient de l'absence de perspective. Il n'y a pas de perspective. Il n'y a pas de perspective et il n'y a pas de justice. Et d'autant plus que ce gouvernement-là, ou ces gouvernements qui appartiennent au système Bouteflika, ont fait des promesses. Et ils ont eu l'argent pour tenir les promesses. C'est-à-dire qu'ils n'ont aucune excuse. Rappelez-vous, quand ils sont venus, l'état des lieux, on peut le faire, l'état des lieux. Il y a des gens qui n'aiment pas beaucoup les chiffres, mais si on ne donne pas de chiffres... Ah oui, oui, absolument. À condition de vulgariser un peu. On peut être taxé de démagogie. Oui. Mais quand on donne les chiffres, il n'y a aucune échappatoire. Ils ne peuvent pas. Ils répondent comme ils peuvent, mais ils ne peuvent pas répondre. Prenez par exemple, ils ont dit l'Algérie sera plus prospère, plus riche, plus juste. Les Algériens seront plus heureux. Il y aura moins de corruption, etc. Eh bien, regardez, par exemple, en 1999, quand Bouteflika est arrivé, le taux de croissance du produit intérieur brut, le taux de croissance économique, était de 3,5, plus 3,5%. Aujourd'hui, il est à 3,5%. Et les perspectives de la Banque mondiale disent que l'année prochaine, ça va être 2%. Oui. Mais entre-temps, la population a augmenté de... Je vais vous donner le chiffre. Quand Bouteflika est arrivé, la population était de 29 millions et demi. Aujourd'hui, elle est de 42 millions et demi.
Vous imaginez le nombre de bouches à nourrir, d'enfants à scolariser, etc., etc. Et si vous prenez l'indice des prix, l'inflation, l'inflation était à plus de 2,6% en 1999. Aujourd'hui, elle est officiellement à 12-13%. Chômage des jeunes, près de 30%. Vous voyez la dégradation. Le chômage des jeunes, ce n'est pas le chiffre officiel. Oui, mais... Le chiffre officiel est l'un des plus bas du monde. Alors, si on retient les chiffres officiels, simplement, 2,6% en 1999, et aujourd'hui, on avoue 9-10%. D'accord. Donc, vous voyez, ça a été multiplié par 4. La balance commerciale était excédentaire de 3,6 milliards de dollars en 1999. Aujourd'hui, elle est déficitaire de 15 milliards de dollars. Je ne parle pas de la balance des paiements qui est encore plus déficitaire, environ 21 milliards de dollars en 2017. Le taux de change était de l'ordre de dollar contre dinar était officiel à la banque, de l'ordre de 68. Aujourd'hui, il est de l'ordre de 180. Vous vous rendez compte? Oui. Et le taux de change, il ne ment pas. Un individu peut mentir. Le taux de change est l'expression de la faillite, l'expression de l'échec. Et on peut... Ça, vous parlez du taux de change officiel. Officiel, bien sûr. Oui. Si vous prenez la population, le SMIC était de 6 000, il est aujourd'hui de combien? De 15 000, 16 000. Vous voyez, c'est une augmentation qui ne suit pas l'augmentation des prix. Et tout ça alors qu'on nous a dit, il a été promis aux Algériens un avenir radieux. Quand Bouteflika était arrivé en 1999, rappelez-vous ce qu'il disait de Chadli Benjdid. Rappelez-vous de ce qu'il disait de machin. Il n'avait de respect que pour Boumedienne. Oui. Mais Chadli Benjdid, on a pris pour son grade. Oui. Autrement dit, pour Bouteflika à l'époque... Benjdid l'avait déféré devant la Cour des comptes pour détournement. Voilà. Alors, pour tout le monde, pour lui, en tout cas, Chadli Benjdid, il n'était pas difficile de faire mieux que Chadli. Oui. Or, ces chiffres montrent qu'il n'a pas fait mieux, il a fait pire. Mais on dit que l'Algérie aurait dépensé, depuis que Bouteflika est là, plus de 1 000 milliards de dollars. Non, pas tant que ça. Ça veut dire que dans les 1 000 milliards, il y a les réserves de change, si vous voulez dire. D'après mes estimations propres, ce qui a été encaissé tourne autour de 900 milliards de dollars. D'accord. Là-dessus, il reste à peu près 80 milliards de dollars. Ça veut dire qu'on aurait dépensé il y a à peu près 800 milliards de dollars. 800 milliards de dollars. Et ça fait partie du bilan. Parce que quand je vous ai dit qu'il a fait des promesses qui n'ont pas été tenues, qu'il n'a pas tenues, il faut tenir compte qu'il a eu les moyens qu'aucun chef de l'État n'a eu avant lui. Je vous donne un exemple. Même s'il y a des gens qui trouvent que les chiffres... Mais je crois que les chiffres, contrairement à ce qu'on croit, les Algériens aiment les chiffres. Ils aiment parce qu'ils parlent, parce qu'ils sont parlants. Parce que les chiffres sont parlants, parce qu'on dit que les Algériens ne comprennent pas. Pas du tout, ils comprennent beaucoup mieux que vous et moi. De 1962 à 1999, l'Algérie n'a encaissé que 40 milliards de dollars. Vous voulez répéter? De 1962 à 1999, c'est-à-dire sous Ben Bella, Boumedienne, Chadli, etc., jusqu'à l'indépendance, jusqu'à l'arrivée de Bouteflika. 40 milliards de dollars, et regardez... Tout ce qu'elle a encaissé? Tout ce qu'elle a encaissé. Et regardez incroyable. Ce qui a été fait de ces 40 milliards de dollars. Il y a encore des indices. L'université de Bebzoar, l'université d'Oran, le secteur industriel, les cimenteries, les boulonneries, malgré les liquidations, la flotte, les bateaux, etc. Bien sûr. Voilà. Donc, en 27 ans. Donc, en moins une quarantaine de milliards. Absolument. Donc, ce régime a perçu 40 fois plus pour un résultat. On se demande où il est le résultat. On a beau pas chercher. 40 fois plus, à vous entendre 20 fois plus. 2 fois 4, 20 fois plus. Oui. 20 fois plus. Oui. Alors, c'est de quoi développer, pas seulement un pays comme l'Algérie, mais de quoi développer toute l'Afrique. Vous vous rendez compte, puisque c'est le bilan, c'est vraiment une très belle émission et je suis venu pour ça. Je vous remercie de m'avoir invité. Parce que nous n'avons pas l'habitude de faire des bilans dans notre pays. Oui. Il promet. Mais le bilan qu'a fait Bouteflika, le bilan que ces communicants nous ont présenté, et qui ont fait dire aux Algériens qu'ils ne reconnaissaient même pas leur propre pays dans les images, ils parlent de réalisations absolument glorieuses. Ça me rappelle les images de l'Algérie du photographe, là, Arthur vu d'en haut. Oui, vu d'en haut. Vu d'en haut pour qu'on ne voit pas tout. Pour qu'on ne voit pas tout. Mais dès que vous vous approchez de la réalité, vous regardez de près, vous voyez tout ce qui ne va pas.
Tout à l'heure, je vais recevoir Zobeida Assoul et tout à l'heure, je vais vous demander, justement, au sujet de cette dépense énormissime, de ce gaspillage, de cette gabegie, de cette corruption de masse. Je vous demanderai de nous parler de certains scandales qui ont émaillé justement le règne de M. Bouteflika. Et aussi, je vais vous donner le titre d'un article de presse que je vous demanderai de commenter. L'Algérie, 5e plus grand importateur d'armes au monde, et premier en Afrique entre 2012 et 2016. Zobeida Assoul, merci d'être des nôtres. Bonsoir Jamel, bonsoir à Ali que je salue, et ainsi qu'à Amira Bouraoui. Merci. Zobeida Assoul, donc, est-ce que vous avez vu les images diffusées par les télévisions publiques et les radios, et les journaux qui nous montrent les réalisations de M. Bouteflika pendant ces 4 dernières années? Oui, absolument, comme tous les citoyens algériens. On regarde parce que ça me rappelle tristement les années 2013, quand on préparait le 4e mandat de 2014. Toutes les télévisions, bien sûr les chaînes publiques et quelques chaînes MFOD, ont commencé avant les élections, presque 8 mois à 10 mois avant, à faire les bilans comme ça et à faire passer des images irréelles. Moi qui habite en Algérie de tout le temps et qui ai vécu ici et qui ai fait l'administration algérienne à un certain moment et qui ai fait l'école algérienne, j'ai l'impression qu'on parle de notre pays, qu'on ne parle pas du même pays que je connais, que j'habite, que je visite, régulièrement dans tous les coins du pays, toutes les régions. Donc voilà, c'est pas nouveau. C'est pas la première fois qu'on fait miroiter les gens qui ne connaissent pas. Mais le citoyen algérien n'est plus dupe parce qu'il vit au quotidien toutes les difficultés. Les difficultés de pouvoir d'achat, les difficultés d'aller se faire prendre en charge au niveau de la santé, les difficultés au niveau de l'école, la qualité de l'école, la malvie que les citoyens, le manque de transport en commun, le manque de perspectives pour nos jeunes universitaires qui aujourd'hui sont par milliers par an qui sortent des universités et qui n'ont plus de débouchés, qui se sont tous convertis en fast-food, en cybercafé, en choses de bricolage, quoi, parce qu'il y a plus de perspectives. Mais justement, Zobeida Assoul, à vous entendre, normalement, les communicants, ceux qui font ces images, ces reportages, ces publi-reportages, j'allais dire, devraient tenir compte du fait que les Algériens savent ce qu'ils endurent, savent ce qu'ils vivent. Comment font-ils? Est-ce qu'ils sont coupés à ce point de la réalité pour diffuser de telles images à un moment où des millions d'Algériens versent dans la misère, où les hôpitaux sont devenus des mouroirs, où l'école est sinistrée, où la justice, et vous en savez quelque chose, vous qui êtes en même temps avocate, la justice se distingue par la grande corruption qui est la gangrène. Ces gens qui font ces publi-reportages ou ces reportages politiques de propagande, ils ne savent pas, ils sont coupés à ce point de la population? Non, en fait, c'est un discours qu'ils mentent pour eux-mêmes d'abord, parce qu'à force de se mentir, on croit à son propre mensonge. Et puis, deuxièmement, pour eux, ils s'adressent aux Algériens comme si les Algériens d'aujourd'hui et du XXIe siècle sont des Algériens qui sont coupés du monde et des Algériens qui ne savent pas apprécier, qui n'ont plus la liberté de s'exprimer, d'exprimer leur mal-vie. Donc, à force de faire croire qu'ils ont fait de bonnes choses, et puis comme si ils avaient rendu service au peuple algérien, alors que quand on les entend parler, on croirait qu'ils ont déboursé de leur poche, alors qu'ils n'ont jamais rendu compte au peuple algérien de tout ce qu'ils ont dépensé et pourquoi ils l'ont dépensé et pourquoi les Algériens ne sont pas bien dans leur propre pays, pourquoi les jeunes aspirent tous à quitter l'Algérie. Moi, tous les jours, je reçois par le biais des réseaux sociaux des dizaines d'interventions de jeunes qui m'envoient des messages tout sympathiques, mais en même temps, ça fait trop mal
Parce que tous, ils demandent des interventions, des gens qui ont envie de passer un concours, des milliers de jeunes qui veulent avoir un emploi et qui me disent, moi je leur dis naïvement, encore une fois, essayez de travailler, de préparer vos concours. Et qu'est-ce qu'on me répond? Mais madame, vous savez très bien que c'est le piston, que c'est le ma'rifa, que ça ne se passe pas comme ça. Des dizaines de jeunes m'ont dit, on a passé des dizaines de fois les concours, on n'a jamais été reçus. Et on voit que des gens qui n'ont pas de niveau ont été reçus. Donc vous voyez, c'est cette confiance surtout qui a été rompue entre le citoyen et toutes les institutions de l'État et ce qui peut représenter justement le pouvoir. Mais Donc, ma foi, je pense que le pouvoir en place ne s'intéresse guère à ce que les Algériens pensent. D'ailleurs, je vous rappelle, juste à titre indicatif, en 2012, j'avais parlé, moi, à l'époque, j'étais en période de constitution de l'UCP, et j'avais parlé et dit que on va avoir des chutes des prix des hydrocarbures. Il faudrait se préparer tant que nous avons de l'argent, de manière à l'investir dans l'investissement productif pour créer la richesse et sortir de la dépendance de la rente pétrolière. Eh bien, à l'époque, qu'est-ce que le pouvoir en place, notamment les gouvernements, les premiers ministres de l'époque, me rétorquaient? Il ne faut pas écouter ces gens-là, c'est l'ayad el-Kharijiyya. Non, on a de l'argent, il y aura de l'argent pour tout le monde. Vous pouvez vous marier, vous pouvez utiliser l'argent de l'ANSEJ pour vous marier. Du CNAC, de je ne sais quel... Ben, c'est ça le discours du mensonge, de la tricherie. Zobeida Assoul. Et vous, votre parti, l'UCP, et tous ces partis de l'opposition qui essayent de bouger. Je ne parle pas de toute la pseudo-opposition. Je parle de l'opposition de partis comme le vôtre, comme ceux de ces partis qui essayent de bouger. Vous croyez qu'il suffit de proposer, qu'il suffit de faire des remarques à ce régime pour qu'il change ses tendances naturelles au mensonge, à la corruption, à la manipulation, à la gabegie, à la rapine, au pillage? Nous, notre rôle, ce n'est pas uniquement de dénoncer. On dénonce parce que c'est ça le rôle de l'opposition. Et puis, on propose aussi. On a toujours proposé des idées novatrices pour sortir le pays de la crise. Et la première idée, c'est d'abord de changer de système de gouvernance. On ne peut plus continuer. L'Algérie aujourd'hui est en danger parce que ce système vraiment a atteint toutes ses limites et ce n'est plus possible de continuer oui, comme mais ça. justement, Madame Assoul, proposer, d'accord, mais quelle alternative? À qui proposer? Vous proposez au régime de se tirer une balle dans la tête, de se suicider? Il n'acceptera pas. Il n'acceptera pas vos propositions. Et pourquoi, justement, l'opposition se confine-t-elle dans un rôle de pure proposition, sans rien entreprendre de concret sur le terrain? Mais excusez-moi si jamais, je ne partage pas du tout votre façon d'analyser les choses sur ce point-là. Pourquoi? Parce que les partis de l'opposition, en tout cas je parle du parti que je dirige depuis 2013, on ne s'arrête pas qu'aux propositions. On travaille avec les citoyens au quotidien. Nous nous déplaçons dans toutes les régions du pays. Nous faisons des rencontres. Nous faisons même de la formation pour nos jeunes, pour leur dire que l'engagement politique est la seule issue de sortir de ce système-là. Donc, vous savez, on propose des idées, on propose des projets aux citoyens, mais nous avons besoin que le citoyen algérien lui-même se sente concerné, au même titre que nous. Et la démission collective des citoyens algériens et citoyennes, c'est ce qui fait la longévité de ce système. Donc, un parti politique, oui, il est là pour proposer un projet, mais nous essayons d'expliquer, de faire comprendre à nos concitoyens que les enjeux sont très, 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 très importants et qu'on n'a pas le droit, encore une fois, de rater l'opportunité de rompre totalement et définitivement avec ce système de gouvernance. Et restez avec nous, Zobeida Assoul. Je reviens à vous dans un moment. Amira Bouraoui? Ah, nous l'avons perdue. Nous allons essayer de la retrouver. Ali Benouari, dans cette immense gâchis qu'a été donc
la dilapidation, pour dire les mots, de ces sommes faramineuses, de ces centaines de milliards de dollars, on aura remarqué que le budget de l'armée prend une part très, très importante, trop importante, au point où, comme le dit l'article, Algérie, 5e plus grand importateur d'armes au monde et premier en Afrique entre 2012 et 2016. Ça, voyez-vous, c'est une question qui peut fâcher. Oui. Elle fait partie de ces questions qui peut fâcher encore plus, davantage que toutes les autres. Oui. Vous vous rendez compte? Et parce qu'elle est au cœur, peut-être, de l'intrigue. C'est à la fois une cause et une conséquence de la situation actuelle. Si vous dites, si vous vous adressez au chef de l'armée pour dire on va vous serrer le budget, vous croyez que vous allez vous en faire des amis? Non. Bon. Donc, il faut plutôt les considérer comme des citoyens et les associer à la réflexion globale. Oui, mais si c'est... Pardon, Ali Alors, Benouari. Si ces dépenses constituent une source très importante de corruption, de pot de vin, pour appeler les choses, de commission, en échange de la protection de ceux qui sont au pouvoir. Vous me laissez acheter l'armement, je prends mes commissions et je fais en sorte que vous restiez au pouvoir, même handicapé. Si c'est comme ça, ben, moi je le dis, même si je me fâche avec eux. Moi, je le vois autrement. Ouais, moi, je le vois autrement. Je n'ai pas souvent eu l'occasion d'en parler, mais c'est peut-être le moment d'en parler. Pendant mes presque 3 années de service militaire, pendant 2 ans, j'ai dirigé le service politique d'un centre d'études et de documentation générale de l'armée. Et vous savez quel était mon travail? C'était définir les axes stratégiques de réflexion qui engagent l'Algérie, le futur de l'Algérie. Et autour d'un concept qui était étranger pour la plupart des Algériens, il l'est beaucoup moins dans les grands pays, c'est le concept de défense nationale. Qu'est-ce que la défense nationale? Pourquoi est-ce que nous avons un ministère de la défense nationale et pas un ministère des armées ou voilà, des forces? Nous avons un ministère de la défense nationale parce qu'il est censé mettre en place les moyens d'assurer l'indépendance et la stabilité de l'Algérie sur le long terme. Et donc, à partir de là, si nous regardons le budget de l'État, si nous regardons le programme économique, ou le programme du président, ou le programme du gouvernement, on peut l'analyser sous l'angle de ce concept de défense nationale et arriver à la conclusion à laquelle j'étais arrivé en 1974, 75 et 76, les années où je faisais mon service militaire, j'étais chef du service politique. Ce n'était pas peu. Jeune, mais en tout cas, on m'avait confié cette responsabilité. Eh bien, chaque décision peut être analysée sous cet angle. Est-elle bonne ou est-elle mauvaise sur le long terme de l'Algérie? Ce budget, par exemple, je cite le budget, mais je peux citer n'importe quoi, la formation, l'éducation, la politique industrielle, etc., sur lesquelles on peut revenir. Est-elle au bénéfice du pays? Renforce-t-elle la défense nationale ou l'affaiblit? Le paradoxe, c'est que plus les dépenses militaires augmentent et plus la défense nationale s'affaiblit. Mais vous ne trouverez pas un seul militaire. Alors, il y en a peut-être quelques-uns qui réfléchissent, qui sont brillants, mais à qui on ne demande pas leur avis. Moi, j'étais militaire et je donnais mon avis. Plus les budgets augmentent et moins la défense, nationale est s'affaiblit. efficiente. Mais bien sûr, parce que comment vous allez payer ce matériel? Comment vous allez payer les soldats? Comment vous allez entretenir ce matériel ultra sophistiqué? Et demain, comment vous allez pouvoir nourrir, soutenir une guerre, surtout une guerre de longue durée, si vous n'avez pas des richesses, si le pays ne crée pas des richesses pour alimenter cet effort de guerre, comprends ce que vous voulez dire. Or, le paradoxe, c'est que plus le temps passe et plus le budget consacré à l'intérieur, il n'y a pas que la défense, ce que j'appelle le budget sécurité qui fait 33%. 33%. Le quart, c'est plus un que tiers le du budget du budget de la nation. Oui, c'est les dépenses sécurité intérieure et 1 tiers intérieur et 2 tiers la défense. Oui. Les 3 tiers représentent 1 tiers. Oui. Qu'est-ce que ce tiers? Beaucoup de gens peuvent vous dire 1 tiers pour sa défense, c'est pas beaucoup. Mais quand vous voyez que le ministère de l'Industrie et des Mines ne reçoit comme budget de fonctionnement et là, les chiffres sont intéressants. Bien sûr, que 0,7%. Même pas 1%. Même pas 1%.
Même pas Même pas 1%. 0,1%. Et l'éducation? L'éducation est un cas à part, puisqu'il y a beaucoup de jeunes scolarisés. Oui. Mais combien? L'éducation, je vais vous dire ça tout de suite, En tout cas, moins que l'armée, j'imagine. moins que l'armée, bien entendu. Je vais vous dire, allez, santé 8%, tourisme 0,06%, transport 0,5% pour un pays aussi vaste. Vous vous rendez compte? Travaux publics, c'est tellement négligeable, c'est 0,0 quelque chose. Commerce 0,5%, industrie et mines 0,07%, habitat 0, quelque chose. Enseignement supérieur? Agriculture 5%, l'éthique, secteur d'avenir, n'est-ce Oui, pas? oui. Quand vous entendez le Oui. ministre en charge se gargariser, ah, on est à la page, on est au niveau mondial, c'est 0,03% du budget. Formation professionnelle, 1%. Vous savez qu'à Genève... Et la santé, vous m'avez dit 8%? La santé, c'est 8%, bien entendu, vu les besoins en santé, etc. Enseignement supérieur et recherche, 7%. Éducation nationale, 15%. La moitié, c'est incroyable. La moitié du budget sécurité du pays. Donc, c'est un budget, quand vous le voyez, quand on parle... C'est tout dire. Hein, Mais bien sûr, avec ça, vous n'allez pas vers le développement, vous allez vers la récession et le sous-développement. Mais donc, moi je m'excuse, hein, je n'ai aucune antipathie à l'endroit de l'armée, bien au contraire, c'est notre armée. Bien sûr. Mais c'est un corps comme tous les autres. Ce sont des Algériens, ce ne sont pas des super Algériens. C'est pire que ça. Ils sont censés protéger le pays, non pas le vampiriser. Avec ce budget, avec cette politique budgétaire, oui. Et avec toutes les autres politiques sectorielles qui sont mises en place, et en l'absence d'une justice indépendante, etc., ces choses-là vont créer des tensions sociales, vont créer du sous-développement, mais ce qui l'accompagne, c'est le mécontentement social, c'est les émeutes. À qui on va faire appel pour réprimer? L'armée et les services sécuritaires. Ceux qu'on a payés. Et plus il y a des émeutes, et plus on va augmenter le budget. Mais c'est incroyable. Autrement dit, on peut... C'est révoltant. Un mathématicien peut vous dire que si ces tendances continuent, on n'aura plus rien à manger, ou plutôt tout le budget ira à la matraque, c'est-à-dire à ceux qui répriment et non pas à ceux qui créent de la richesse. Amira Bouraoui, merci d'être avec nous. Bonsoir, merci. Les invités sont très enrichissants ce soir. Je salue M. Alif Nouari et le village avec qui j'ai eu le plaisir de discuter à la Cour d'Alger, une grande dame. Merci à vous, Amira Bouraoui. Merci donc encore une fois d'être avec nous. Alors, c'est Publi-Reportage, c'est comme ça que nous les appelons, des communicants de M. Bouteflika qui nous le présente comme le Mehdi el-Montadar qui a révolutionné l'Algérie, qui en a fait un paradis sur terre, ne dit pas un mot sur la réalité du pays, sur la rapine érigée en système, sur les déprédations de toutes sortes, sur les scandales, j'en cite quelques-uns, du temps de Bouteflika seulement, la BRC, Algérie Télécom, le scandale de la pêche au thon rouge, de la BNA, l'affaire de l'autoroute Est-Ouest, son attraque 1, son attraque 2, et j'en passe, et des meilleurs, l'affaire Saipem, de Chakib Khalil et les frères Bjaoui, on nous souffle le mot, alors, à un moment où tout le monde sait que depuis l'arrivée de M. Bouteflika, la corruption est devenue systémique. Pas systématique seulement, systémique. Ça veut dire qu'elle fait partie des mœurs de ce pouvoir. Amira Bouraoui, comment répondre à ces gens qui tentent de nous enfumer de façon aussi grossière? Je pense qu'ils s'enfument qu'eux-mêmes. Comme le disait tout à l'heure Mme Assoul, le peuple n'est pas dupe. C'est des médias de propagande. Ils essayent de faire passer un message que ça a été le héros, Bouteflika, parce qu'ils pensent peut-être à un cinquième mandat. Et donc, le régime a ses médias. Vous savez, la majorité des médias sont tenus par la publicité, il n'y a pas de liberté en Algérie. Donc, vous savez, pourquoi on s'exprime sur le Maghrebila, c'est parce que on a cette liberté de ton, parce qu'on arrive à dire ce qu'on pense, parce que nous ne sommes pas censurés. Vous savez qu'on est censurés. C'est quand même bizarre, M. Benchenouf. J'habite Alger et je m'exprime sur une télé qui n'a pas le droit d'avoir un bureau sur Alger.
C'est des médias qui censurent et donc ils en profitent pour faire passer des messages sur leurs médias à eux. Et malheureusement, ils ne savent pas que le monde a changé. On n'est pas dans les années 60, 70 où le peuple algérien n'a plus de moyens de communication. Merci au passage à Mark Zuckerberg, aux réseaux sociaux, parce que bon, ce peuple, il s'informe maintenant ailleurs, d'une autre manière. Merci aux satellites aussi, il faut remercier tout le monde, parce qu'ils sont dépassés. Ils sont dépassés, ils sont ridicules. Ils essayent de faire prendre des vessies pour des lanternes, mais ça ne passera pas cette fois-ci, ça ne passe plus. Ça a passé avant, ça a passé avant quand on était... Amira, oui? Amira, vous qui êtes très présente sur les réseaux sociaux, d'une façon générale, dans la rue, si j'ose dire, dans la rue virtuelle, hein, comment les gens ont-ils perçu cette communication très agressive qui semble annoncer un 5e mandat? Je pense qu'en gros, il y a beaucoup de gens qui sont blasés. Il y a encore de la résistance, mais cette fois-ci, contrairement à 2014, l'atout sécuritaire ne passe plus. Parce que vous savez, quand en 2014, on s'était opposé au 4e mandat, quand timidement en 2008, parce qu'on était encore complètement sonnés après une décennie, quand ils se sont attaqués, ils ont violé la Constitution, il y a eu quand même des gens qui ont résisté contre le viol constitutionnel. En 2014, ils nous ont eu, entre guillemets, avec l'atout sécuritaire, en nous menaçant de finir comme la Libye, comme la Syrie, etc. Et on avait beau leur dire à cette époque-là que ce sont les dictatures qui durent, qui sont comme ça, hein, hermétiques, liberticides, qui finissent par emmener les pays dans le mur. Parce que quand on parle de bilan aujourd'hui, le bilan, il est négatif. Il est clairement négatif quand on voit la somme d'argent qui a été dépensée et le résultat à côté. C'est toujours une question de balance bénéfice-coût. La balance est très négative. Aujourd'hui, tous les secteurs sont en crise. Aujourd'hui, on est sans argent. Avant, on avait une sorte de mauvais secteur public. Ils ont créé un mauvais secteur privé, complètement cassé le public. Donc, en fait, la constance nationale, ce qui est resté, c'est le mauvais. On a été mauvais socialistes et aujourd'hui on est mauvais. Je ne sais même plus ce qu'on est aujourd'hui parce qu'ils font n'importe quoi. Tout à l'heure, M. Benouari parlait du budget de l'armée. Le budget de l'armée, il augmente et il augmente à chaque fois. Il est toujours inversement proportionnel au budget de l'éducation. Moi, on éduque son peuple. Plus on a besoin de matraquer, non pas pour défendre un pays, mais c'est eux qui défendent. Ils défendent une oligarchie. Mais Amira Boraoui, est-ce que on est ensemble, hein, vous et moi et d'autres amis, sur les réseaux sociaux, on essaye de faire bouger les choses autant que faire se peut. Ali Benouari aussi, hein, qui est avec nous sur les réseaux sociaux, Assoul Zoubida, un peu tous ces gens qui sont un peu dans l'action. Mais est-ce que vous n'avez pas l'impression qu'il y a comme une lassitude, vous avez dit tout à l'heure blasé, comme si les gens étaient fatigués, qu'ils ne voient pas venir, qu'ils ne trouvent pas d'autres alternatives et qu'ils commencent un peu à se lasser de la résistance? Eh bien, il faut justement en revenir à faire une sorte d'autocritique de l'opposition algérienne. L'opposition algérienne, elle s'oppose depuis longtemps à ce régime. Ce régime n'est pas né avec Bouteflika. Ce régime, il est né très très tôt et que ça a commencé à se constituer avant même l'indépendance. C'est des gens qui voulaient s'approprier un pays, pas pour un peuple, mais pour eux-mêmes. Ils ont créé une sorte de toile d'araignée et ils ne veulent pas lâcher prise. Le peuple est sage dans sa majorité, il attend une alternative. Les politiques sont essentielles. Mme Assoul disait, on propose. Elle propose les politiciens, j'aime l'intelligence, M. Benchenouf, j'aime les politiques qui ont quelque chose dans la tête. Donc, elle propose, il propose, et puis nous, en tant que citoyens, nous disposons aussi, on aimerait aussi
participer à cette alternative-là, à des propositions, parce qu'on voit bien que l'Algérie est sérieusement en danger aujourd'hui et les esprits éclairés ne cessent de crier qu'elle est en danger. Amira Bouraoui, je me permets de vous interrompre. La communication est mauvaise. Je vous laisse entre les mains de la régie. On va essayer d'arranger ça. Assoul Zoubeda, et si demain, il se confirme, comme le prévoient beaucoup d'observateurs, que nous allons vers un 5e mandat, malgré l'état évident de délabrement physique et mental de l'actuel occupant d'El Mouradia, quelle serait la position de votre parti politique? Écoutez, si jamais, avant de répondre à votre question, et je remercie Madame Bouraoui pour les mots très aimables à mon égard. Effectivement, on a échangé un petit moment sur les problèmes de l'Algérie. Mais aujourd'hui, quand les gens se targuent de dire que les Algériens se portent bien, l'économie algérienne se porte bien, moi je dis tout simplement, si l'Algérien, en 2018, il se lève à 5 heures du matin pour chercher un sachet de lait. Tout simplement, quoi. On n'a pas besoin d'aller vers les grosses théories sur l'économie productive ou quoi que ce soit. Tout ça, c'est de la phraséologie que ce système nous a gargarisé pendant maintenant 19 ans et on n'a rien vu. D'autre part, quand vous avez des Algériens qui se sont affiliés à l'ADL depuis 2001, 2002, ça fait 16 ans qu'ils attendent leur logement. Ça, c'est une réalité, c'est le ministre de l'Habitat qui le dit tous les jours. Donc, en fait, ma foi, quand on veut bien nous faire passer la pilule aux Algériens que tout va bien, enfin, on sait très bien que rien ne va, quoi. Quand vous voyez même ces logements, ces 30 millions de logements dont on nous parle, que ce sont des cités dortoirs du début du XXe siècle, que les pays ne construisent plus, il n'y a aucune infrastructure de base pour ces citoyens, ces Algériens qui vont même avoir le loisir d'avoir ce logement. Ils n'ont pas de marché couvert, M. Benchenouf, ils n'ont pas d'école, ils n'ont pas de crèche, ils n'ont pas d'infrastructure pour les jeunes, il n'y a pas de stade, il n'y a pas d'espace vert, il n'y a pas de route, il n'y a pas de transport en commun qui puisse déplacer ces citoyens. Ce ne sont pas des moutons, ce sont des vies humaines qui ont besoin d'un tas de choses dans leur vie au quotidien. Donc c'est ça la réalité qui parle. On aurait aimé, croyez-moi, personnellement, j'aurais aimé qu'ils réussissent dans leurs œuvres et que les Algériens soient heureux. Quand on a vu que 18 000 de jeunes Algériens, Master 1, Master 2, qui se sont bousculés devant le consulat français pour avoir un visa et pour passer un examen de la langue française pour partir à l'étranger. Quand vous avez 10 000 médecins qui sont en France et les résidents sont en grève depuis 6 mois, donc quand même, ça, c'est pas le fruit de l'opposition. Qui pousse au pourrissement, en fait? Le pourrissement, que ce soit à l'éducation, à la santé, dans les autres secteurs où ça ne marche pas, l'administration est complètement incapable de créer de la richesse, de créer du développement local de toutes les régions d'un pays aussi monstre que l'Algérie. Donc c'est ça la réalité. En fait, alors maintenant, si on revient à votre question, le 5e mandat, à mon sens, ne peut pas avoir lieu. Pour des raisons objectives, l'état de santé du président, on l'a vu à sa dernière sortie pour Kitchawa. Et donc, il n'est vraiment pas en état. Deuxièmement, le pays, sur le plan international, est complètement absent et a été absent pendant les 4 dernières années, de 2014 jusqu'à 2018. L'Algérie n'agit plus sur la politique extérieure, ni dans les conflits régionaux, ni même dans les conflits qui sont sur nos frontières. Donc, maintenant, qu'est-ce qu'on doit faire? Nous, on appelle tous les citoyens, parce que ce n'est pas l'œuvre de l'UCP ou de Gilles Jadid ou de Amira Bouraoui ou de Ali Benouari. Il s'agit aujourd'hui de l'Algérie. Les citoyens, je pense, qu'ils sont conscients aujourd'hui. Et nous, on utilise justement tous les moyens légaux que nous avons, l'argumentaire que nous avons, et notre amour pour notre patrie, pour dire à tous les Algériens et Algériennes, aujourd'hui, l'enjeu, c'est l'Algérie.
C'est pas le pouvoir, c'est pas une personne, c'est pas un parti. Et donc, on appelle tous les citoyens, si jamais ces gens-là osent et vont oser appeler à un 5e mandat, que tous les Algériens sortent en un seul homme et femme pacifiquement pour refuser cela et rester dans la rue pendant des jours et des nuits jusqu'à ce que ce pouvoir parte. Restez avec nous, Zoubeda Assoul. Ali Benouari, avant de revenir à vous, je voudrais profiter de cette occasion pour rendre hommage à quelqu'un que vous connaissez très bien, qui est mort malheureusement, l'un des rares grands commis de l'État à avoir dit pendant l'exercice de ses fonctions ce qu'il pensait de ce régime, M. Berti Belaib. Nous allons l'écouter pendant quelques instants. D'abord, le phénomène des transferts illicites, c'est un phénomène, j'allais dire, que connaissent quasiment tous les pays en développement. On rend responsable de ces transferts illicites, généralement, les entreprises étrangères. Chez nous, les entreprises étrangères sont moins impliquées dans ces transferts. C'est souvent les nationaux qui sont impliqués dans ces transferts. C'est des gens qui ont créé des sociétés écrans, qui finalement, c'est eux-mêmes qui déterminent le prix du vendeur. Ils sont vendeurs et acheteurs en même temps, et donc ils sont rendus coupables de ces transferts, qui, de mon point de vue, c'est des transferts qui ont pris une ampleur inquiétante. C'est-à-dire quand vous comparez le coût des importations à la valeur réelle des importations, le coût il est presque de l'ordre de 30%. C'est-à-dire, en termes chiffrés et clairs, Non, M. Berti Belaib, si vous devez nous donner un ordre de grandeur. Si vous prenez le volume global des importations, le coût, 60 milliards de dollars, c'est 30%, ça vous donne le montant plus ou moins exact des transferts qui sont organisés chaque année. Et je me permets de dire que dans la sphère marchande d'une manière générale, le taux de délinquance est très élevé. Le premier semestre de l'année en cours, nous avons enregistré plus de 24 000 constatations d'infraction. Nous avons enregistré une dissimulation de chiffre d'affaires de l'ordre de 40 milliards. Nous avons bloqué aux frontières des marchandises, premier semestre uniquement, plus de 24 000 tonnes. Et nous avons plus d'une centaine d'importateurs qui sont poursuivis en justice suite à l'action de contrôle menée. Rabbi Rahmou, juste une question, il ne reste plus beaucoup de temps, vous allez devoir aller très vite. Oui. Le ministre du Travail a fait une déclaration, il dit le FMI, il fait ses remarques, ses notes, parce qu'ils sont jaloux de nous, de l'Algérie. Bon, mais ceci étant dit, est-ce que vous pourriez nous parler des autres, très rapidement, des autres secteurs budgétivores? Alors, en quelques mots, oui. Il faut des réformes, ce qu'on appelle des réformes de structure, Oui. pas le bricolage. Voilà. Il est temps maintenant qu'on explique un peu. Vous avez 2 minutes. Hein. Politique. Oui. La mère des réformes, c'est les réformes politiques. À partir de là, il y a 5 secteurs principaux. La formation, la justice, la réforme monétaire et fiscale, principalement, et l'environnement, l'organisation générale de l'économie. Autrement dit, quasi impossible. Voilà. Tout est à revoir. Il m'est arrivé de dire ça coûte moins cher. Oui. Oui. Ça coûte moins cher. Que de replâtrer. Bien sûr. Maintenant, et évidemment, dans toutes ces réformes sectorielles et structurelles, il y a aussi cette histoire de budget. Les anciens moudjahidines, j'ai oublié d'en parler tout à l'heure. Ah. Vous trouvez normal que le budget des anciens moudjahidines, plus d'un demi-siècle après l'indépendance, représente 5%, 5,5% du budget total, c'est-à-dire l'équivalent de 9 ministères, l'industrie et les mines, le tourisme, le commerce, les transports, la formation professionnelle, l'habitat, les transports, les technologies et l'hydraulique. Vous trouvez normal? Et on se demande pourquoi l'Algérie ne crée pas de richesse. C'est incroyable. Et puis, en posant ce problème à travers les chiffres, on le pose naturellement, on est amené à le poser en termes politiques. Et qu'est-ce que c'est que ces moudjahidines qui augmentent d'année en année? Des moudjahidines qui sont nés après l'indépendance. C'est ahurissant, c'est un scandale. En fait, il y a beaucoup de scandales, comme vous le voyez, la corruption.
Si on parle de corruption, vous avez parlé de Si Ben Ali Bartillah Rahmou, je sais ce qu'il veut dire. Oui. Vous savez, c'est aussi l'occasion. Quand j'ai été ministre, j'ai été patron de l'inspection générale des finances. J'ai été le seul, le premier, il n'y en a pas eu après moi, qui est chassé des présidents de banque, qui a mis des PDG d'entreprises publiques en prison, en signant moi-même, parce que personne ne voulait signer. Vous vous rendez compte? Et ce qu'il dit, je confirme, et encore faut-il avoir le courage que moi j'ai eu, et qui, alhamdoulilah, je suis très heureux. C'est pour ça que je suis toujours heureux, parce que je me dis, mais en même temps, je comprends le sens de ce combat. Question que vous avez posée à Zoubida Assoul. À quoi on sert? Je vais vous dire à quoi on sert. On sert non pas à dire au pouvoir ce qu'il faut faire, mais nous devons, notre travail est d'amener les gens à adhérer, c'est-à-dire réhabiliter le militantisme politique. C'est très important. Et les éclairer les enjeux, leur dire qu'est-ce qui se passe. Je vais me permettre de vous interrompre parce qu'on a débordé. Et où on va. Donc voilà un peu. Et je m'excuse auprès d'Amira Bouraoui, je ne pourrais pas revenir vers elle. Oui. Nous avons dépassé le temps de l'émission. Merci beaucoup Ali Benouari. Merci Zoubida Assoul. Merci Amira Bouraoui. Et pardon Amira Bouraoui de ne pas être revenu vers vous pour vous permettre le mot de la fin. Merci à vous, chers amis téléspectateurs, de nous avoir suivis. Ala khair, salama.